Lundi 15 janvier 2024, retour sur l'UFC du week-end. Le prochain combat de Cédric Doumbé sera-t-il contre Baki et Sean O'Malley va-t-il avoir dès cette année sa chance à la double ceinture? On parlera aussi de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Alors si je devais tout d'abord résumer rapidement l'événement de ce week-end, je dirais que malheureusement pour Tyler Lapillus, ça a coincé face à un adversaire qui a vraiment sorti la grosse performance. J'ai aussi beaucoup apprécié la grosse pression de Bruno Ferreira, ainsi que le rythme de dingue du combat entre Simon et Bautista. Forcément un mot du vétéran qui n'avait pas du tout l'air rouillé dans la cage, Jim Miller qui mérite vraiment sa place sur la carte de l'UFC 300. Et enfin, Ankalaev qui n'a pas choisi la route la plus simple vers la victoire puisqu'il est resté debout face à Walker, mais 2 rounds auront suffi pour s'imposer par KO. Je vous propose maintenant de passer un peu plus dans le détail sur certains combats, notamment celui de Tyler Lapillus. Alors très honnêtement, je pense qu'il est tombé sur un adversaire trop fort. Pourtant ça avait bien commencé, son adversaire lui mettait la pression, mais il répondait présent, lui aussi avançait un petit peu, voilà, il prenait 2 coups, il en remettait un, il était dans le combat, il a bien défendu des amenés au sol, quand il se faisait amener au sol, il arrivait à remonter assez rapidement, à remonter sur ses jambes, il se retrouvait très vite en position de striking. Malheureusement, en face, son adversaire l'a pas lâché, il a mis la grosse pression, et puis petit à petit, on a vu Tyler Lapillus qui a commencé à se fissurer, et au final, son adversaire qui a réussi à faire ce qu'il voulait, il l'a amené au sol, il a pris des positions dominantes, debout, c'est lui qui touchait plus, c'est lui qui mettait la pression. Pour Tyler Lapillus, forcément, elle est dure. Il a attendu son retour à l'UFC pendant des années, il est revenu à Paris, il a eu sa victoire, et puis là, c'était le moment de confirmer. Malheureusement, c'est pas passé, il aurait pu casser la série d'invincibilité de son adversaire, qui était invaincu avant le combat, qui l'est toujours. Écoutez, j'ai vu son interview quand il est sorti de la cage, il disait « Je suis pas découragé, forcément ça fait mal au moral, mais je vais revenir plus fort, voilà, il est vaincu mais il est pas mort, j'ai envie de dire Tyler Lapillus, donc j'ai hâte de voir la suite pour lui. » Et puis son adversaire, moi du coup là il m'a un peu tapé dans l'œil, jusqu'à maintenant j'étais pas forcément convaincu, là il a vraiment sorti la grosse performance, son prochain combat forcément je vais me rappeler de son nom, et je vais suivre un peu la suite de sa carrière. Jim Miller maintenant, assez drôle, il a expliqué en interview d'après-combat qu'il avait entendu dire que son adversaire était le plus gros kicker de sa salle. Il dit ah ouais, je dis bah c'est ce qu'on va voir, et du coup il y a été lui aussi avec les low kicks. Moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait debout, c'était simple, c'était du 1-2-3, direct avant, direct arrière, low kick, des choses très simples, mais c'est très bien passé. Il avait pas du tout l'air rouillé, alors forcément en face faut pas lui mettre la jeune garde, faut pas lui mettre un mec qui est dans le top 5, on s'en doute bien, mais contre ce genre d'adversaire il a encore de très belles choses à offrir, Miller. Alors il a confirmé, il veut être sur la carte de l'UFC 300, il a appelé Paul Felder, Matt Brown, et puis il a fait la petite blague avec Brock Lesnar. On lui a demandé quel était son secret. Il dit bah moi le secret c'est qu'il y a quelques années j'ai fait le pari d'avoir une petite équipe. J'ai arrêté les grosses salles parce que les grosses salles c'est bien, mais moi j'ai besoin d'avoir des gars qui sont concentrés autour de moi, qui travaillent pour moi. Il dit mes sparring partners faut qu'ils fassent vraiment ce que je leur demande. Et quand t'es dans une grosse salle, parfois tu parles à un gars, il parle pas anglais, il va pas comprendre ce que tu veux et du coup ta séance va pas se passer comme prévu. Il dit c'est pareil, parfois j'ai besoin de prendre un pas de repos. Quand t'es dans une grosse salle, l'entraîneur il dit aujourd'hui c'est sparring, aujourd'hui c'est sparring. Il dit moi maintenant dans ma structure je commence à me connaître avec l'expérience. Il y a un jour je dois faire du sparring mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, que si je le fais je vais me blesser, je vais pas être au top. Donc comment je peux échanger avec mes coachs, avec mes sparring, et ça m'aide énormément. Il parle aussi forcément du sommeil et de la nutrition qui ont été un élément clé. Plus il vieillit, plus il a besoin de sommeil. Il dit à l'époque moi je dormais 5 heures par nuit, aujourd'hui c'est plus possible, il me faut un plus gros quota. Avant de se retirer, il l'avait déjà dit, il a confirmé, il voudrait combattre chez lui dans le New Jersey. Il dit le Madison Square Garden, ce serait génial, mais c'est New York, moi je suis un gars du New Jersey. Et puis le combat contre Matt Brown, ça le fait rêver parce que Matt Brown c'est celui qui a le plus de finish chez les poids welter. Je crois que Miller il en a le plus chez les poids légers. De toute façon je crois qu'il a le plus de victoires à l'UFC, Miller, je voudrais pas dire de bêtises, mais il a un nombre de records, c'est dingue, là c'était son 43e combat à l'UFC, il est numéro 1, il y avait aussi Andrei Arlovski sur la carte qui est numéro 2, donc c'était une carte de vétéran. Et puis concernant Paul Felder, il devait s'affronter il y a quelques années, finalement ça s'était pas fait, un des deux s'était blessé, donc pourquoi pas faire ça. Paul Felder a déjà dit qu'il était intéressé, mais d'ailleurs il est en dilemme Paul Felder, il dit ouais pendant la semaine je parlais avec tout le monde, j'ai parlé avec Jim Miller et j'ai dit ouais franchement si tu m'appelles dans la cage pour venir t'affronter, j'avoue que ça va me titiller un petit peu, mais il dit moi c'est compliqué pour moi, aujourd'hui j'ai envie de devenir acteur, j'ai commencé à tourner quelques trucs, je fais les commentaires de l'UFC donc c'est risqué de revenir, imagine je me blesse, imagine je me fais détruire, ça va laisser une mauvaise image et je vais peut-être perdre des castings pour des films.
ou peut-être je vais être moins crédible dans le rôle du commentateur, on sait jamais. Il dit, puis sinon, si je reviens, il faut que je fasse un camp d'entraînement, je vais dire non à des opportunités professionnelles, je vais dire non à un film, je vais dire non à une émission, je ne sais quoi, et puis imaginons, à 2 semaines du combat, je me blesse, j'aurais perdu mon opportunité professionnelle, j'aurais perdu l'argent de mon combat, ou Jim Miller peut très bien se blesser. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête autour de moi, tout le monde me dit, vas-y, si tu le fais pas, tu vas regretter, mais c'est pas si simple que ça. Il dit, puis si je reviens, moi c'est pour affronter Jim Miller ou un vétéran, j'ai pas envie de revenir et puis de prendre Shavkat Rakhmonov par exemple. Et il explique aussi qu'il continue à s'entraîner. Il dit, mais il y a des fois, je vais m'entraîner pendant plusieurs semaines avec des jeunes en MMA, je vais y aller à fond, je vais me sentir bien. Puis après, je vais plutôt aller m'entraîner au triathlon. Il dit, en ce moment, je suis dans une forme, dans ma vie d'adulte, là, dans ces dernières années, je suis dans la forme de ma vie, je me sens très bien, je suis très puissant en jambes. J'aurais besoin de travailler un peu sur le haut de mon corps pour un retour. Mais je pèse 176 livres à peu près. Donc lui, il peut combattre en 170, en 155. Donc forcément, il a pas beaucoup de poids à cutter. Je me sens très en forme. Et puis en rigolant, il dit, ouais, je pourrais prendre les frères Diaz sur un triathlon et les battre. Ça m'a fait rigoler. Et puis concernant Matt Brown, lui aussi qui s'est fait appeler par Jim Miller, il a tweeté « J'aime beaucoup Jim Miller, ce serait un honneur ». Pourquoi pas, des combats de vétérans comme ça, comme on dit, ça dérange jamais. Ce qui est dérangeant, c'est quand tu prends un vétéran puis que tu lui mets un gars en face qui va l'exploser. Tout peut arriver dans la cage, bien sûr, mais perdre contre un vétéran, c'est pas comme perdre contre un mec qui est en pleine ascension puis qui a des aspirations à la ceinture. Concernant le main event, Ankalaev, il expliquait qu'il a laissé faire Walker dans le premier round. Il dit ouais, je l'ai laissé faire ses trucs, ses coups de pied, ses machins. Il dit puis je me suis rendu compte que je voyais tout venir, j'ai réussi à avoir un peu son timing. Et puis je suis resté debout pour montrer à tout le monde ce que je savais faire. Maintenant tout le monde sait que je peux boxer aussi. Donc Glover Teixeira l'a félicité et lui a dit de se tenir prêt. Et lui a répondu ouais, t'inquiète pas, je suis prêt. Et il dit ouais, vous pouvez tout de suite dire à Glover qu'il perde pas de temps à essayer de montrer de la lutte à Pereira. On sait un Glover entraîne Pereira. Il dit ouais, qu'il perde pas de temps à lui apprendre la lutte. Moi je vais rester debout contre lui. Il s'est déjà fait mettre KO chez les poids moyens. Autant vous dire qu'en moins de 93, je vais pouvoir le mettre KO aussi. Quand on lui demande s'il a pas peur que Jamal Hill lui vole la place, hein, parce que Dana White l'a dit, quand Hill revient, Hill a le title shot. Et Ankalaev a dit écoute, moi je suis lui, il a que 8 combats à l'UFC, moi je suis sur une série d'invincibilité, je mérite beaucoup plus que lui. Donc ça, il peut y avoir débat là-dessus. Il était quand même le champion, il a laissé la ceinture pour que la catégorie continue à vivre. Je pense que l'UFC lui en doit une bonne. Maintenant, il y aura toujours débat, puis de toute façon, Ankalaev, il est pas encore assez puissant, c'est pas Conor McGregor pour décider de qui aura le prochain title shot. Alors il y a un de vous, hein, je vais le citer dans la minute auditeur, qui m'a rappelé que Ankalaev, il a vu sa chance à la ceinture contre Blachowicz, mais que ça avait fini sur un égalité. C'est vrai, moi à l'époque, de tête, je croyais que c'était pour être le contender numéro 1 à la ceinture, mais non, c'était bien pour la ceinture, sauf que personne n'était reparti avec. Il dit ouais, moi depuis ce jour, je me considère comme le champion, et puis de toute façon, je suis prêt pour l'UFC 300 s'il faut affronter Pereira. Donc il a réitéré sur les réseaux sociaux en postant une photo de lui face à Pereira. Écoutez, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? En tout cas, moi je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour mériter sa chance. Donc maintenant, c'est entre les mains de Dana White. Je vous ai parlé vendredi d'un possible retour de Khabib, donc il y en a beaucoup d'entre vous qui y croient pas. Moi personnellement, j'y crois pas trop non plus, mais comme ça tourne sur les réseaux, comme il y a des informations, bah forcément je vous le dis. Il y a son coach qui lui a confirmé qu'il ne sera pas là en tout cas pour l'UFC 300. Il dit pas est-ce qu'il revient, pas. Il dit non, je peux vous le dire, il sera pas là à l'UFC 300, c'est sûr et certain. Alors j'ai entendu dire aussi, je crois que le Ramadan termine une semaine avant l'UFC 300, donc forcément pour la préparation c'est pas top. Ça je suis pas convaincu, j'ai vu ça passer sur les réseaux, mais j'ai pas les dates du Ramadan en tête. Mais forcément Khabib faisant le Ramadan, s'il veut une préparation pour un combat de retour, mettre toutes les chances de son côté, se taper un camp d'entraînement pendant le Ramadan, je pense que c'est pas la chose la plus intelligente à faire. Un petit mot maintenant de Paulo Costa, il est revenu sur son combat annulé face à Khamzat Chimaev en octobre dernier. Il dit que ça a été très très dur mentalement, il était vraiment très malade. Il dit ouais, c'était le pire moment de ma carrière. Mais maintenant je suis de retour, je suis à 100%, je peux m'entraîner. Il dit je voulais de nouveau affronter Chimaev, mais l'UFC m'a dit qu'il ne reviendrait pas tout de suite, peut-être seulement en juin ou en juillet. Du coup comme je veux combattre, fallait que je combatte quelqu'un d'autre. Alors là il est censé affronter Robert Whittaker. Là il a tweeté tout récemment, je crois hier soir, que ça y est le contrat a été signé. Mais dans l'interview qui date de la semaine dernière, il dit ouais j'ai encore rien signé, tout le monde a annoncé que je vais affronter Whittaker, on m'a même pas envoyé le contrat. Il a aussi expliqué que suite à ce combat là il pensait être contender numéro 1. Il dit ou alors faut que j'affronte Adesanya pour la demi-finale, c'est mon combat de rêve, moi j'ai vraiment envie de recombattre Adesanya. On se rappelle le premier combat il était complètement à côté de ses pompes, ou alors c'est Adesanya qui l'avait fait déjouer, mais en tout cas il n'y avait pas eu match, hein. Adesanya l'avait battu clair, net et précis. Et puis il explique qu'il croit pas non plus au ring rust. Il dit ouais moi j'ai des entraînements très réels, il y a beaucoup d'intensité, j'arrive à être stressé pendant mes entraînements parce que je sais qu'on va y aller. Donc moi je pense que le ring rust c'est pour les mecs qui font des entraînements qui sont pas assez réels et du coup quand ils reviennent à la compétition ils ont pas ce petit stress.
Enfin, ils ont ce petit stress qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps et du coup, ça les fait déjouer. Ce sera pas le cas avec moi. Il dit maintenant, moi, je veux vraiment affronter Adesanya, mais le gros rêve, c'est Khamzat Chimaev pour la ceinture. Il dit là, je pense que ce serait vraiment le combat énorme, le plus gros combat de ma carrière. J'ai vraiment envie de ça. Et puis alors, je sais pas pourquoi. Il dit ouais, j'ai eu une vision, j'ai eu une pensée. Je pense que je vais affronter Conor McGregor cette année. Alors ça vient parce que Ariel Helwani lui dit ouais, t'as vu McGregor, il va combattre en poids moyen, c'est ta catégorie. Qu'est-ce que t'en penses? Et lui, il répond ça. Bon, tu mets McGregor et Paulo Costa l'un à côté de l'autre, je peux te dire que c'est pas les mêmes gabarits. Puis McGregor, je pense pas qu'il soit vraiment intéressé par ce combat-là. Puisque je vous parle de Paulo Costa, je vais vous parler de Khamzat Chimaev. Forcément, ce week-end, vous savez, s'il y a le combat pour la ceinture des poids moyens, Sean Strickland contre Dricus du Plessis, et les deux l'ont dit et répété, Chimaev ne mérite pas sa chance pour le titre, Chimaev n'a battu que Kamaru Usman chez les moyens, Kamaru Usman c'est un poids welter, il faut qu'il prouve encore beaucoup de choses, et Chimaev il tweet, il met, ils ont un combat qui arrive bientôt, et tous les deux ils pensent à moi, je pensais pas que j'étais aussi effrayant pour eux. Bon bah forcément il entend son nom passer, il sent bien que les mecs ne veulent pas l'affronter ou qu'il aurait besoin de combattre encore. Lui, l'UFC lui a promis son title shot, lui il le veut, donc voilà, ça va se titiller un petit peu je pense jusqu'à ce que le combat ait lieu. J'ai envie de vous parler maintenant de Sean O'Malley. Il a fait une petite interview pour ESPN, il est revenu sur son année, sur sa situation actuelle, etc. Et alors moi je pensais qu'il avait été blessé pendant le combat, mais il était blessé avant le combat contre Sterling. Il dit ouais, une blessure à la côte m'a empêché de lutter pendant les 6 dernières semaines de mon camp, mais il relativise en expliquant qu'il s'y entraîne depuis plus de 10 ans parce que tous ses adversaires ont toujours voulu l'amener au sol. Du coup lui il dit ma défense de lutte, moi c'est ce que j'ai toujours taffé parce que je savais qu'on m'attendait là-dessus. Il dit par contre j'ai pu travailler mon striking et ça m'a beaucoup servi pour ce combat. De ce fait lors du combat il devait absolument éviter le sol. Il dit là c'était une question de vie ou de mort, si j'arrivais au sol je savais que c'était cuit, j'avais trop mal à la côte, je pouvais rien faire, il m'aurait mangé. Concernant Chito, il en démord pas, hein. Chito a eu de la chance et il le sait, mais j'estime que les choses se goupillent bien parce que le rematch va être énorme en termes de médiatisation. Alors ça, moi j'ai du mal. T'as perdu, je vous ai déjà expliqué l'histoire. Il dit ouais, il m'a mis le coup, je l'ai pris sur un nerf, ça m'a paralysé la jambe, c'est des choses qui arrivent à l'entraînement, tout le monde le sait. Ça m'arrive une fois ou deux l'année en session de sparring, là ça m'est arrivé, coup de chance pour Chito. Bon voilà, moi je pars du principe, t'as perdu, fallait bloquer le low kick, fallait l'esquiver, fallait faire quelque chose, là tu l'as pris. Bon bah c'est comme ça, hein. Maintenant, il veut combattre 2 ou 3 fois par an. Il affirme qu'il était déjà riche avant d'être champion et que ce n'est pas le cas pour la plupart des combattants. Donc c'est ce qui fait qu'il a une position un peu particulière vis-à-vis de l'UFC. Il court pas après les combats parce qu'il a beaucoup de choses autour. On sait qu'il a son podcast, il a sa marque de vêtements, enfin il fait beaucoup de choses. Donc selon lui, il était déjà millionnaire avant d'être champion. Du coup, il n'a pas cette pression que peuvent avoir d'autres combattants. Il explique aussi que pour l'UFC Miami, il aimerait ajouter une petite touche de folklore. Il dit ouais, j'aimerais bien arriver avec un short soit rose, soit bleu pour faire un petit clin d'œil à Miami. On sait que c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Hein. Brice Mitchell, il a son short de camouflage. Donc si Brice Mitchell peut l'avoir, je vois pas pourquoi O'Malley, qui est quand même en termes de renommée, en termes de médiatisation, un peu au-dessus de Brice Mitchell, je pense qu'il pourrait avoir son short personnalisé. Et puis enfin là c'est sorti il y a quelques heures, il a donné, c'est dans son show là, de Timbo Sugar Show, donc il fait avec son coach, il dit ouais, concernant Ilia Topuria, il dit ouais, s'il y va et qu'il bat Volkanovski et que moi je bats Chito Vera, c'est le prochain combat, c'est sûr et certain, c'est ce qui va se passer. Est-ce que l'UFC va lui donner sa chance? Je sais pas, moi vous connaissez mon avis là-dessus, j'ai toujours envie de voir les champions défendre plusieurs fois leur ceinture, je veux que les mecs règnent dans leur catégorie, qu'ils battent tous les contenders et qu'après ils montent. Maintenant, franchement, si Topuria défonce Volkanovski, vraiment qui fait une performance de dingue, que O'Malley fait une performance de dingue contre Chito Vera, moi je vois vraiment Dana White annoncer ce combat-là, il va vouloir avoir O'Malley avec les 2 ceintures. Topuria, il parle beaucoup, il parle plutôt bien. Si Topuria bat Volkanovski et bat O'Malley, il a aussi quelque chose pour devenir une star, donc pourquoi pas. Un petit mot de Cédric Doumbé. Alors ce week-end, c'était la folie. On apprend que le combat Doumbé-Baki va être le main event du PFL à Paris. Et on a Cédric Doumbé qui tweet en disant ouais mais c'est bizarre, tout le monde annonce le combat, mais moi je suis pas encore au courant, on m'en a pas parlé et j'ai pas signé le contrat. Donc écoutez, qui dit vrai, qui dit faux, je ne sais pas. Vous connaissez aussi mon avis là-dessus, je pense que Doumbé aujourd'hui, il aspire à taper un gros nom, à taper un mec qui va lui apporter une renommée internationale. Baki en France on le connaît, il a un gros potentiel, hein. Il y en a beaucoup qui le voient aller très loin, qui le voient aller titiller les étoiles. Pour l'instant, je pense que pour Cédric Doumbé, c'est peut-être un nom qui est pas assez ronflant. Par contre, pour Baki, ce serait le jackpot. Affronter Doumbé, déjà, le coup de pub, il serait énorme. S'il le bat, c'est un truc de dingue. En plus, on le sait, Baki, s'il amène le combat au sol, ça peut être très très compliqué pour Cédric Doumbé. Donc, je sais pas. Est-ce que Doumbé accepterait d'affronter Baki? Est-ce que le PFL veut prendre le risque de voir Doumbé perdre contre Baki? C'est pareil, ça peut arriver. Je sais pas du tout. En tout cas, Cédric Doumbé a totalement démenti. On reste dans le MMA français avec David Warin, le coach de Benoît Saint-Denis, qui nous met « Bonjour à tous, le camp d'entraînement de Benoît Saint-Denis commence aujourd'hui.
Donc on est le 15 janvier, combat au mois de mars à Miami, 2 mois complets de camp. Écoutez, on lui souhaite le meilleur, hein. D'ailleurs, je vous en parlerai demain, mais il y a eu des petits plateaux télé aux États-Unis, ça parle de ce combat-là, donc forcément c'est des gens qui s'y connaissent, hein. C'était Alan Jouban, etc. Je vous en parlerai demain, mais eux, forcément, leur côté chauvin leur fait voir Dustin Poirier battre Benoît Saint-Denis. Dernière info du jour, l'UFC va débarquer en Inde, ils l'ont annoncé cette nuit. Alors ce sera quand, ce sera où, je ne sais pas, mais le marché indien, on sait que ça les intéressait. Il commence à y avoir quelques combattants qui arrivent, puis il y a tellement de monde en Inde que forcément ça peut représenter une grosse manne financière. On a fait le tour de l'info pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Cool de Shanghai qui me dit des nouvelles des Français de l'UFC. Yanis Guémouri combattra le Brésilien Vinicius Oliveira à l'UFC Arabie Saoudite, c'est officiel. Faresiam combattra le Péruvien Claudio Puelles et ce sera en main card de l'UFC au Mexique, ça on en avait parlé. Nora Cornell affrontera l'anglaise Melissa Dixon à Las Vegas sur la même carte que Vettori contre Allen. Et Morgan Charrière va bientôt combattre, mais pas encore de lieu exact ni le nom de son adversaire. Alors Morgan Charrière, j'ai vu passer, là il y a quelques minutes, là j'enregistre, il est midi. Il va affronter un Coréen qui s'appelle Choi, je sais plus comment. Mais il semblerait que ce soit ça le combat de Morgan Charrière. Pourquoi je t'en parle ? Parce que les Français, parfois les infos circulent pas très bien. Toi, t'as l'air d'avoir toutes les infos, donc écoutez, autant en faire partager tout le monde. J'ai Sagita qui me dit « J'aimerais qu'Oliveira gagne contre Arman, étant fan absolu de lui, mais je pense pas qu'il ait le style pour battre Islam. En revanche, Tsarukyan a de belles chances de poser de gros problèmes à Islam. Je pense qu'on aura Islam versus Geji à l'UFC 301 en mai, et le vainqueur de Oliveira Arman en octobre à Abu Dhabi. Concernant Khabib, j'y crois pas à son retour. Bah voilà, puis après tu développes là-dessus. Vous êtes beaucoup à ne pas y croire, moi j'y crois pas non plus au retour de Khabib. Concernant Tsarukyan Oliveira, vous êtes beaucoup à penser que c'est plutôt Tsarukyan qui va poser des problèmes à Makhachev, je le pense aussi, Oliveira on a déjà vu. Tout est possible dans les MMA, mais moi aussi je pense que Tsarukyan pourrait nous offrir un bien beau combat contre Makhachev. Et puis... on a Kainas qui nous dit Ankalaev a déjà eu sa chance au titre contre Blacko. Donc c'est toi qui me disais ça, c'est vrai, c'est un combat pour le titre, j'avais complètement oublié. Finalement, personne n'était reparti avec la ceinture, ça avait été un match nul. Dana White n'était pas vraiment satisfait de ce qu'il avait vu dans la cage. Donc la suite pour Ankalaev, on lui souhaite un title shot. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. C'était le premier épisode de la semaine. Vous le savez, le lundi, on revient toujours sur les événements du week-end, etc. Ce soir, va y avoir The MMA Hour avec Ariel Helwani, va y avoir des interviews. J'ai pas mal de petites choses de côté pour le reste de la semaine. Il y aura des annonces de combats. Dana White a annoncé des combats pour mars, avril, etc. On en parlera demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Pensez à commenter, à vous abonner, à en parler autour de vous, etc. Ça soutient la chaîne, c'est gratuit. Je vous dis à demain, 17h. Passez une bonne soirée. Salut!